Ravi de vous retrouver, chers passionnés de sport. Bonjour et bon réveil à toutes et tous. Bienvenue dans la matinale sportive, cette émission qui vous fait voyager dans l'univers des sports. Alors, j'espère que vous avez passé un bon week-end. En tout cas, je vous souhaite un très bon début de semaine. Et aujourd'hui, je suis sur ce plateau avec Moustapha Sadio. Moustapha, bonjour. Bonjour Awa, plaisir de te revoir ce matin. Oui. Habituellement, c'est les vendredis, mais exactement. Je remplace au pied le Vendaï. Un plaisir de t'avoir, un plaisir d'avoir notre invité que je te laisse le soin de présenter. Et surtout, un plaisir de retrouver nos téléspectateurs en ce début de semaine. Tout à fait. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir sur ce plateau Sidi Keita. Il est le président de la section féminine Djel Diop de football. Sidi Keita, bonjour et bienvenue. Bonjour Awa, bonjour Sadio. Merci pour cette invitation qui m'honore. Voilà. Merci beaucoup à vous tous. J'espère qu'on va passer un bon moment aujourd'hui. Très bien. Alors, tout à l'heure, bien sûr, on va beaucoup parler de cette discipline CAN féminine 2026. Alors, tout de suite, on enchaîne avec le Flash Info. On ouvre ce flash avec la Coupe d'Afrique des Nations féminines qui s'est ouverte donc ce dimanche au Maroc. En match d'ouverture, le Sénégal s'est incliné devant l'Algérie sur le score de 2-0. Nous allons donc y revenir pour plus de détails. Le 3 à la suite pour Aliou Dramé, médaillé d'or au championnat d'Afrique de tir à l'arc qui se sont tenus du 21 au 26 juillet à Oran en Algérie. Le para-archer sénégalais a dominé en finale le Nabian Vissé de Villiers et s'adjuge un troisième sacre continental d'affilée. Parlons à présent de la balle orange. Cette fois-ci, GBA est le nouveau champion du Sénégal de basketball féminin. Les académiciennes de Guédiawaye ont détrôné samedi l'ASC Ville de Dakar, sextuple championne du Sénégal de la tête du basketball sénégalais. Nous y reviendrons donc avec Sorna Antandiaye. À moins de 100 jours des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026, la police nationale renforce sa stratégie de proximité avec les citoyens. Une randonnée pédestre a justement réuni marcheurs et forces de sécurité autour d'un même objectif, promouvoir la citoyenneté et la cohésion sociale. Les détails à suivre avec Hassan Diop. Cyclisme pour terminer. Sans surprise, Tadej Pogacar a remporté ce dimanche la 113e édition du Tour de France à l'arrivée de la 21e et ultime étape sur les Champs-Élysées. Donc, vous aurez également les détails dans le développement. Et voilà, donc c'est tout pour ce flash. On enchaîne tout de suite avec la revue des titres. La revue des titres de ce matin, c'est avec Moustapha Diop. Moustapha Sadio. Moustapha Sadio, notre Sadio national. C'est pas grave, c'est peut-être le Djel Diop qui t'a induit en erreur. On démarre justement cette revue des titres de ce matin, de ce lundi, avec la une de Record qui barre à sa une. Donc, Pape Thiaw, le silence assourdissant, muet donc depuis l'élimination au mondial, une attitude contemplative et stratégique, nous dit donc le quotidien Record. Et puis on parle également de la CAN féminine. Les Lions ratent complètement leur entrée en lice, battue donc 2-0 par l'Algérie. Point Actu Sport qui barre à sa une donc cette actualité avec la défaite des Lions en match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations féminines, battue 2-0. Les Lions ratent complètement leur entrée, nous dit donc Point Actu. Et puis cette actualité mercato, Al Hilal de Kalidou Koulibaly fonce sur Iliman Ndiaye qui pourrait donc rejoindre la Saudi Pro League. Tout comme Idrissa Gana Gueye. Réumi Quotidien Sport plus la CAN féminine 2026 à la une, les Lions battus par l'Algérie 0-2. Et puis en Scrabble francophone, le Sénégal champion avec 4 titres. On va plutôt dire 4 titres plutôt que 4 titres d'or. Donc pour corriger un petit peu en Scrabble, le Sénégal qui continue de dominer en Scrabble francophone. Le Dakar Sport. Osimhen, Salah, Guirassy, Ibrahim Mbaye, l'Afrique au cœur du mercato en cette trêve estivale. Donc, beaucoup de joueurs africains convoités, tout comme on va en parler, peut-être beaucoup de joueurs qui pourraient donc rejoindre de grands clubs. On pense à l'Ivoirien donc qui va signer certainement du côté du Real Madrid. Le Soleil des Sports.
Sadio Mané, Khalidou Koulibaly, Idrissa Gana Gueye. Arabie Saoudite, Eldorado des lions les plus capés. On a 3 joueurs les plus capés en équipe nationale. Donc, ils sont en Saudi Pro League. Et puis, les Sénégalais enflamment le marché des transferts. Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson, Bara Sapoko Ndiaye. Et donc, je n'ai pas vu le dernier. Record, on en a parlé tout à l'heure. Donc, la une de record. Ça parle plus de mercato et de Coupe d'Afrique féminine. Très bien, merci Sadio pour ce tour des journaux sportifs. Alors, Sidi Keita, comment trouvez-vous aujourd'hui les informations des journaux de ce matin? On a parlé également de Pape Thiaw, muet pratiquement depuis l'élimination au mondial. Oui, concernant Pape Thiaw, moi personnellement, je le comprends parce qu'il a vu une situation très, très difficile durant ce mondial. Donc, il y a eu beaucoup de polémiques autour de son contrat, la façon dont il a abordé ses matchs. Donc, vraiment, je trouve que son comportement d'aujourd'hui, c'était vraiment la meilleure solution parce qu'il ne pouvait pas continuer à parler de ce mondial et tout. Je pense qu'il a raison de garder le calme en attendant de voir l'horizon, qu'est-ce que l'avenir va lui proposer, quoi. Puisqu'il finit avec l'équipe nationale. Oui, alors dans les informations de ce matin, il y a également les Jeux Olympiques de la jeunesse qui se préparent actuellement. Les travaux avancent quand même, c'est une bonne nouvelle. Ah, c'est formidable, c'est formidable. D'ailleurs, on est même dans notre finale là. On est en partenaire avec les JOJ, donc, qui vont nous accompagner. Il y a aussi le RECAF de Dakar qui va participer activement aux activités des JOJ. Je pense que cela, chaque Sénégalais doit le prendre comme son bien, parce que c'est une première en Afrique. Et ça, c'est très honorable pour le Sénégal et pour l'Afrique. Donc, vraiment, on est vraiment en tête, tout le monde de s'activer à assister à tous les événements des JOJ. Très bien. Alors, on va reparler de la CAN 2025 et c'est tout de suite dans la rubrique Actu Sport. Alors, le feuilleton judiciaire de la finale de la CAN 2025 connaît une nouvelle étape. Moustapha Sadio, le tribunal arbitral du sport, aurait fixé donc au 8 octobre 2026 l'audience consacrée au litige opposant le Sénégal au Maroc. Enfin, il n'était pas, on était pressé en tout cas d'avoir la date de l'audience que vous voyez donc à l'image du tribunal arbitral du sport qui fixe donc l'audience dans la procédure concernant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations remporté sur le terrain par le Sénégal 1-0, ce que tout le monde a vu, et donc renversé par le jury d'appel de la Confédération africaine de football qui a finalement déclaré le Sénégal perdant sur tapis vert 3-0, ce que personne n'a vu. Donc finalement, le Sénégal a porté l'affaire au niveau du tribunal arbitral du sport du côté de Lausanne en Suisse, et le TAS qui a donc fixé la date de cette audience-là. Pour le 8 octobre prochain, tout ce qui devrait arriver, c'est 2 issues seulement. C'est-à-dire que le TAS va soit confirmer la décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football, et le Maroc sera donc champion, donc vainqueur 3-0 d'une finale que personne n'a vue, ou alors le TAS va s'éviter surtout un dangereux précédent, c'est-à-dire un match entériné sur le prêt, sur le terrain, qui va rester en l'état, ce que des arbitres ont décidé, ce qu'aucun rapport d'arbitre n'a stipulé, aucun abandon. Et donc le Sénégal sera rétabli dans ses droits, c'est-à-dire vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, une 2e étoile largement méritée. Oui, largement méritée, bien sûr, Sidi Keita, le test qui a finalement tranché pour le 8 octobre. Oui, je pense qu'en tant que Sénégalais, on n'a pas à s'inquiéter de la décision. Parce que déjà, tout n'a pas été fait dans les règles de cette décision de donnant le Maroc sur, je ne sais pas comment on appelle ça, sur tapis vert
la victoire. Je pense qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. La Coupe, je pense qu'elle va rester au Sénégal. Et en plus, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de vices de procédure avec un président de fédération qui a siégé, c'est le président Moïse Nasri, le président de la Fédération tunisienne de football, qui ne devait pas siéger, et qui a siégé lors de ce jury d'appel-là, qui n'a consulté personne. Il n'y a pas eu de plaidoirie du côté du Sénégal. On a vu Abdoulaye Sow en avait fait état, justement. Ils sont restés en ligne pendant des heures. Quand ils ont rappelé, c'est la partie marocaine même qui leur avait dit que l'audience était terminée et qu'ils ont finalement eu le verdict du jury d'appel très tard la nuit qui décidait donc de donner le trophée au Maroc. Donc, je suis parfaitement d'accord avec le président Keïta que l'issue devrait rester telle qu'elle a été en tout cas sur le terrain, c'est-à-dire une victoire. Et d'autant plus que les joueurs, en tout cas nos footballeurs, ils se sont beaucoup donnés sur le terrain lors de cette finale. Donc je pense que cette victoire est largement méritée. Non, tout ça c'est vrai. Si l'arbitre avait fait constater un abandon, je pense que le match n'aurait jamais repris. Absolument. C'est aussi simple que ça. C'est l'arbitre, il est le maître du terrain. Il est le maître. Et il n'y avait pas de contestation, ni du côté du Maroc, ni du côté d'autres. C'est ça. Donc, ils ont d'ailleurs poursuivi, ont frappé leur penalty, ils ont raté. On est allé ensuite en prolongation, 30 minutes supplémentaires. Tout cela s'est passé pour que derrière, on nous dise en fait que le Sénégal avait abandonné. Et alors que l'équipe du Sénégal a bien sûr fait ce qu'il fallait pour justement avoir cette victoire-là, mais malheureusement, on a tous vu ce qui s'est passé. Oui, mais moi, je dis comme j'ai dit tout à l'heure, on ne s'inquiète pas parce que déjà, le match s'est poursuivi jusqu'au bout. Et puis, quand on dit que je pense que s'ils avaient tous sorti du terrain, peut-être que là, il y aurait problème. Tu vois, même dans ces conditions-là, il n'y a pas eu de réclamation. Moi, je pense qu'on n'a pas à s'inquiéter. Cette coupe, elle restera ici. Voilà, un match, ça se gagne sur le terrain. Et l'audience donc est vraiment dommage pour nos amis marocains. Exactement. En tout cas, l'audience se tiendra à huis clos, Moustapha? Effectivement, l'audience se tiendra à huis clos, comme l'a stipulé d'ailleurs le texte du tribunal arbitral du sport. Mais le verdict ne devrait pas tomber ce 8 octobre-là, mais ce sera certainement dans les jours qui suivront, après délibération, après avoir écouté la partie marocaine et la partie sénégalaise, donc la Fédération sénégalaise de football, par le biais de ses avocats, pour finalement donner le verdict final. Mais on reste confiant. On voulait juste parler de la date de l'audience, que les Sénégalais se disent qu'on n'en saura rien, pas avant le 8 octobre. Et que, comme tu l'as rappelé, l'audience sera à huis clos, qu'on ne pourra rien en savoir, mais que voilà, qu'il n'y a pas à s'inquiéter, parce que des cas similaires n'ont jamais vu le TAS renverser une décision entérinée sur le terrain, encore plus lorsque aucun rapport arbitral ni du commissaire du match n'a stipulé de l'abandon de l'équipe nationale du Sénégal, que d'ailleurs personne n'a vu, comme l'a rappelé le président Keïta. Tous les joueurs ne sont pas sortis. On a vu plusieurs joueurs, dont Sadio Mané, rester sur le terrain, et que il y a une durée, je ne sais pas si ça figure vraiment dans le règlement de la CAF, 15 minutes. On n'a pas vu 15 minutes on va dire. Ça a duré 12 minutes. Ça a duré 12 minutes et les joueurs ont repris. Et tout s'est passé normalement par la suite. Certes, et puis l'arrêt, ce n'est pas les Sénégalais qui ont arrêté le match. C'est ça, c'est les Marocains qui ont demandé la VAR. Exactement. Déjà, on se rappelle. En plus des heures qu'il y a eu dans les tribunes, qui, ne serait-ce que ça, aurait dû faire arrêter le match par le corps arbitral directement, parce que les joueurs n'étaient pas en sécurité. Quand sur la main courante, il y avait des bagarres entre forces de l'ordre et supporters. Rien que ça, on était dans une situation totalement lunaire, qu'un corps arbitral normalement constitué devait se dire que voilà, personne n'est en sécurité en ce moment, on va arrêter le match, on renvoie les joueurs au vestiaire, le temps que la sécurité reprenne, on va dire, le contrôle au niveau des tribunes, et rappeler les joueurs justement pour la suite du match. Très bien, en tout cas, on n'a pas à s'inquiéter. Double champion d'Afrique, ça, il faudra tout simplement l'accepter. Alors, on va parler à présent de la CAN féminine 2026. Moustapha Sadio, l'entrée en lice ratée pour le Sénégal, battu finalement par l'Algérie.
Battu 2-0 par l'Algérie. C'était hier au stade olympique de Rabat avec ce penalty signé Daffer qui ouvrait le score donc à la 42e minute de jeu pour le but du Maroc donc qui a pris les devants dans ce match-là. Avant cette erreur grossière de relance quand même de Hadi Faye à la 88e minute pour le but de Melissa Betty, donc un but en fin de premier mi-temps, un but en fin de deuxième mi-temps, ont permis donc à l'Algérie de l'emporter face au Sénégal, 2-0, entrée en lice ratée donc pour le Sénégal dans cette Coupe d'Afrique des Nations et dans une poule A très très relevée. Oui. Alors, c'est dit, les Sénégalais se sont inclinés sur le score de 2-0 finalement dans ce match. Oui, bon, j'ai regardé le match pendant la première mi-temps. Je trouve que les Sénégalais pouvaient plier le match au bout de 20-25 minutes. Malheureusement, on n'a pas pu le faire. Et le Maroc, l'Algérie, excusez-moi, qui a eu ce penalty, pour moi, c'est vraiment à revoir. Voilà. Donc malheureusement, je ne sais pas s'il y a la VAR ou pas dans cette CAN. Il y en a. Bon, donc, qui a été accordé. Mais je trouve que cette équipe, elle a besoin d'être rajeunie un peu quand même. Notre équipe nationale, parce qu'on a vu les U17 avec Christian Bass, le travail extraordinaire qu'il a fait. Déjà le Sénégal, mais n'a jamais atteint le troisième tour, même dépassé le premier tour. Donc. Et je crois qu'il est sorti sans défaite sur ces 6 matchs. Donc je pense qu'il faut rajeunir un peu cette équipe, mettre un peu des anciens et des jeunes, qu'on puisse vraiment penser à l'avenir du football féminin. Je pense qu'on n'est pas encore prêt pour gagner la CAN, vu le niveau. Vous trouvez que physiquement, bien sûr, ça manque, en tout cas au niveau des joueuses? Sur le plan, oui, je trouve que pas vraiment sur le plan physique. Mais c'est la jeunesse, c'est très important parce qu'ils ont plus d'envie que les anciens. Ils ont envie de prouver, ils donnent plus sur le terrain. Voilà, c'est ça la différence. Ils ont beaucoup plus d'énergie. Beaucoup plus d'énergie, voilà. Donc ça permet au moins de voir une équipe qui va donner encore plus. Parce qu'un ancien, vous voyez, moi, ils se disent que moi, j'ai déjà ce que j'ai déjà tout fait. Ils ne s'inquiètent pas de leur poste et tout ça. Et quand on met la jeunesse mélangée à eux, ils vont s'inquiéter de leur poste. Et ces jeunes-là, ils voudront garder, pour rester titulaires, ils vont tout faire pour donner le meilleur d'eux-mêmes et ce sera que bénéfique pour l'équipe. Et pourtant, arriver avec de réelles ambitions, les protégés de Mamoussa Cissé, en tout cas, ont peiné à s'imposer réellement. Oui, avec de réelles ambitions, surtout d'aller en demi-finale au moins, parce que c'est la 3e Coupe d'Afrique des Nations consécutive de cette sélection-là. Et elle reste quand même sur 2 quarts de finale consécutives, éliminée de justesse, toujours au tir au but par la Zambie, une des 4 meilleures nations africaines du football féminin, et ensuite par l'Afrique du Sud, qui était championne l'année précédente donc, de cette Coupe d'Afrique des Nations, c'était en 2022, toujours du côté du Maroc. D'ailleurs, le Maroc a accueilli en ce moment les 3 dernières Coupes d'Afrique des Nations féminines. Et elle accueillera d'ailleurs la Coupe du Monde U20 et la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans aussi. Donc, elles avaient de l'ambition. Elles en ont toujours d'ailleurs, heureusement. Mais ça va être très compliqué d'ailleurs. On en parlera tout à l'heure. Comme le dit le président Keïta, les Sénégal avaient des opportunités dans ce match-là, avec par exemple Korka Fall sur une passe en retrait, finalement contrée par les défenseurs algériennes dans ce match-là. Et il y a eu des entrées en jeu de Mben Diop, de Sadigatou Diallo, de Seynamou Mbengue également. On a vu également Sokhna Nogay Talpen qui est rentré en cours de match, tout comme avec leur performance quand même. Binta Korkelsek. Il y a des jeunes, il y a des jeunes sur le banc. Il faut peut-être commencer cette transition-là. On va attendre la fin de la Coupe d'Afrique des Nations. Peut-être qu'il faudra commencer dès le prochain match face au Kenya pour injecter du sang neuf avec des jeunes qui courent beaucoup plus, qui sont, on va dire,
beaucoup plus motivés aussi. Oui, motivé peut-être que ce changement-là est nécessaire pour inverser la vapeur, parce que c'est très mal parti, malheureusement, dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et un revers quasi rédhibitoire pour les Lions, justement. Oui, il y a vraiment, on peut parler de revers quasi rédhibitoire, parce qu'on sait ce qui attend cette équipe nationale du Sénégal, avec donc cette défaite 2-0 face à l'Algérie, qui était censée être l'adversaire direct du Sénégal pour la deuxième place. Ça va être très compliqué de passer devant l'Algérie et le Maroc avec cette défaite-là, parce que l'Algérie va jouer ensuite face au Maroc, puis pour terminer face au Kenya, qui a lourdement perdu. Ça aussi, on en parlera. Il faudra se dire que le Sénégal doit battre le Maroc et doit battre le Kenya. Et il faudra battre même le Kenya avec un score fleuve pour qu'en cas d'égalité, on pourrait, si on bat le Maroc, d'abord, il faudra battre le Maroc. D'abord. Si on bat le Maroc, être à égalité avec l'Algérie et avec le Maroc avec 6 points. Et là, le goal average des buts comptera. Donc, c'est pour cela qu'on parle de défaite quasi rédhibitoire, c'est-à-dire que le Sénégal n'a plus de joker dans les mains, ne peut plus se permettre, ne serait-ce que de faire match nul en ce moment, parce que la configuration de cette Coupe d'Afrique des Nations-là, qui n'est plus de 12 équipes, où tu pouvais terminer 3e, et parmi les 3 groupes, les 2 meilleurs 3e passaient, donc tu pouvais terminer 3e et passer. Là, on est dans une configuration avec 16 équipes, 4 poules, et seuls les 2 premiers passent. Et là, pour être parmi les 2 premiers, quand même, c'est un peu mal entamé, on va dire. Alors, Président Keïta, c'est pas pour rien qu'on parle de revers quasi rédhibitoire quand même pour les Lions. Les Lions plutôt. Oui, c'est un revers quand même. Donc, mais je pense que, comme j'ai dit, avec la jeunesse, comme l'a dit Tafa, quand il a mis la jeunesse en deuxième mi-temps, on a vu la différence. Donc, je pense que concernant le Kenya, je pense que le Kenya est prenable, mais le Maroc s'est préparé sur des années à revoir son football féminin. Donc là, elles sont prêtes. Voilà. Mais je pense que, vu la rivalité actuelle, et vraiment l'envie de gagner les Marocaines, je pense qu'il faut tout donner. L'histoire entre le Sénégal et le Maroc. Exactement. C'est devenu un vrai derby. Exactement. Et je pense que dans cette condition-là, je pense que le Sénégal pourrait faire un bon résultat. Il y a 2 ans, on s'était rencontrés en poule. Le Maroc avait gagné difficilement avec un arbitrage très très favorable aux Marocaines. Maître Augustin Senghor l'avait même fustigé sur Twitter juste après le match. Oui, c'était totalement évident que voilà, l'occasion dont je parlais de Korkafal, qui avait cette occasion, on était à 0-0 dans le match. Ensuite, il y a eu cette tentative algérienne. Le manque de lucidité devant les buts. Ouais, le Sénégal avait de quoi ouvrir au moins le score, et ça aurait totalement changé la physionomie du match. Et au pire, je pense qu'on aurait pu s'en sortir avec le point du nul. Et que voilà, ça nous aurait en tout cas permis de pouvoir terminer en tout cas devant l'Algérie. Parce que pour moi, la configuration de ce groupe-là, c'était Sénégal qui battait l'Algérie, pouvait tenir en échec le Maroc et battre le Kenya. C'est comme ça que je le voyais. Mais là, perdre face à l'équipe que je pensais être du même niveau que le Sénégal, certes, je pense qu'on va battre le Kenya, c'est le prochain match, mais battre le Maroc, même avec cette rivalité naissante qui existe entre les 2 nations, en tout cas en ce qui concerne le football, ça va être vraiment très compliqué. Le Maroc est en confiance. Le Maroc progresse aussi, mais beaucoup plus de moyens en termes pour développer le football féminin. Il n'hésite pas à recruter l'ancien coach de l'Olympique lyonnais, par exemple, pour coacher cette équipe-là. Et puis aujourd'hui, ils sont allés chercher le coach champion du monde en titre, Jorge Vidal, le coach de l'Espagne, le coach qui a amené l'Espagne à son premier titre de champion. Il y a de quoi avoir peur alors. Ils vont le chercher. Non, ils ont vraiment, il y a de quoi, je ne dirais même pas peur, mais il y a de quoi s'inquiéter en tout cas. Parce que c'est une grosse équipe qu'on va affronter en dernier match. Mais avant ça, il y aura le Kenya, au moins pour se relancer. Se dire que voilà, peut-être que le Maroc
battra l'Algérie et on sera à égalité avec l'Algérie en sachant malheureusement que l'Algérie terminera par le Kenya et que nous allons terminer par le Maroc. C'est là où ça va être très très compliqué. Tout à fait. Alors on va d'ailleurs regarder la réaction de Mamoussa Cissé, si c'est disponible. Je pense qu'on va l'écouter dans nos prochaines éditions. D'accord, donc on nous signale que l'élément n'est pas disponible malheureusement, mais certainement en tant que sélectionneur, ça ne doit pas être évident. Cette défaite-là, bien sûr, des Lions face à l'Algérie, surtout pour Mamoussa Cissé. Effectivement, c'est vrai que c'est un entraîneur qui, on va dire, qui est là quand même depuis un bon moment, qui connaît cette sélection-là très très bien, qui l'a fait progresser. Le Sénégal a manqué de peu de se qualifier à la Coupe du Monde en 2022, lors de la CAN 2022, avec cette défaite, cette élimination face à la Zambie. Le Sénégal menait dans ce match-là 1-0 jusque dans les dernières minutes. La Zambie qui arrive à arracher l'égalisation, c'était en quart de finale. Une victoire aurait permis au Sénégal d'aller en Coupe du Monde. Et ça aussi, c'était le travail de Mamoussa Cissé, qui est un de nos meilleurs techniciens dans le pays. Mais il faudra qu'il prenne peut-être un peu plus de risques, comme l'a rappelé le président Sidi Keïta, c'est-à-dire faire un peu plus confiance aux jeunes, à la jeune génération, pour espérer passer ce premier tour-là. Alors justement, Président Keïta, quels sont les défis qu'il devrait justement relever Mamoussa Cissé plutôt pour cette équipe-là? Je trouve que c'est comme Tafa dit, il faut qu'il commence à penser à intégrer encore plus de jeunes joueuses dans l'équipe nationale, quoi. Je pense qu'avec pour le futur, je pense qu'il a déjà fait sa sélection. Bon, et heureusement qu'il a amené des jeunes quand même. Je pense qu'on doit penser au futur du football féminin. Il est temps qu'on y pense. Déjà, sur les formations, c'est très limite parce que c'est fait d'une manière volontariat, quoi. Parce qu'il y a des gens qui créent des équipes, qui créent les académies et ils s'entraînent les filles. Vous savez, les filles n'ont pas la même chance que les garçons. Un garçon peut sortir de chez lui un matin, jouer dans la rue. Tu vois, donc l'apprentissage de football, c'est très rapide. Mais les filles, ce n'est pas le cas. Pour faire jouer une fille, il faudra qu'elle soit dans une académie. Et elle n'a que l'entraînement de l'académie pour progresser dans le football. Très bien. Voilà. Alors, parlons, Moustapha, maintenant du Super Challenge Cup, un outil novateur pour le football féminin et qui peut justement aider, bien sûr, à ces joueuses, on va dire, sur le terrain à mieux montrer leur talent. Effectivement, c'est d'ailleurs l'objet de l'invitation de M. Sidi Keïta, qui est donc président du Dial Diop, de la section féminine donc, du Dial Diop. Cette Super Challenge Cup qu'on peut considérer vraiment comme un outil pour accompagner la fédération dans cette volonté de développer le football féminin. On voit d'ailleurs quelques images. C'était le match entre AGP Academy et le Dial Diop. Victoire d'ailleurs de votre académie, le Dial Diop, qui s'est donc imposé par exemple sur ce très beau but. En tout cas, on voit du très haut niveau. On voudrait vraiment peut-être connaître les raisons qui vous ont poussé en tout cas à lancer cette compétition-là. Bon, je reviens sur ces deux équipes-là qui sont composées de joueuses entre 15 et à 90% entre 15 et 20 ans. Voilà, à 90%. Des moins de 20 ans. Oui, concernant les deux équipes. Les cadets et les juniors. Voilà, exactement. Donc, pour le Super Challenge Cup, d'ailleurs, le Dial Diop devait participer au championnat de D2 cette année. Donc malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et on était dans le même cas de Suki Academy. Donc on est finaliste avec eux. C'était comme le cas aussi avec AS Pekin. Donc on s'est dit que puisque cette année, on ne nous a pas mis dans le programme du championnat, on a dit que pourquoi pas ne faire un tournoi qui va ressembler au championnat. On va inviter toutes les académies et faire ce tournoi. Et ça a pris de l'ampleur. Tous les matchs ont été diffusés en direct sur YouTube, certains même sur les chaînes de TNT et de Canal. Donc ça a pris de l'ampleur, il y a eu du public et tout ça. Les gens commencent à s'intéresser au football féminin.
Et on a remarqué même il y a des niches un peu partout à Dakar et au Sénégal qui créent même des centres de football de féminin. Donc ça veut dire qu'on a vraiment atteint une partie de notre objectif. Donc, combien d'académies ou de clubs ont pris part justement j'imagine que c'était la première édition. Ouais, c'était la première édition. Au départ, on était 8 académies. Bon, il y en a une académie qui a abandonné au bout de... Ils ont joué un match contre le Djal Diop, faire 1-1. Mais malheureusement, cette académie, ils n'ont pas assez... Non, si, ils ont des moyens, mais ils n'ont pas... C'est-à-dire ce championnat, ce tournoi est interdit à toute joueuse qui a compété dans le championnat cette année, dans cette saison-là. Et eux, ils n'avaient pas assez de joueuses qui n'ont pas compété cette année. Donc ils ont abandonné. Après, on s'est retrouvé avec cette équipe. Et on a continué et c'était un parcours formidable. Et je remercie vraiment toutes les académies qui ont participé. Voilà. Et la finale a été entièrement prise en charge par l'ODCAV de Dakar qui nous accompagne avec la ville de Dakar et la fédération aussi qui va nous accompagner, la ligue aussi. Voilà. Et quels sont les critères justement pour les équipes qui souhaitent peut-être intégrer ce tournoi innovant? Vous dites que c'est la première édition. Comment ça se passe réellement, bien sûr en termes d'organisation? Voilà. Nous ciblons les académies avec des joueuses qui n'ont jamais compété. Parce qu'on est là pour promouvoir le football féminin et de lever des joueuses qui n'ont pas la chance d'être professionnelles au niveau du Sénégal, quoi. C'est donner assez de chance à cette jeunesse-là de pouvoir exprimer leur talent. Et extraordinairement, on a vu un tournoi, les gens se posaient la question, ils se disaient que mais ces gens-là, est-ce qu'ils ne jouent pas mieux que ceux qui sont dans le championnat? Parce qu'on arrive à faire une dizaine de passes. Voilà, vous avez vu le but d'air qui est très beau. J'ai vu les vidéos que vous avez envoyées. J'ai vu vraiment beaucoup de qualité. Quoi. Exactement, il y a vraiment de la qualité. Donc, et ils sont très jeunes, comme je vous dis, c'est entre 15 et 20 ans, 90% composé de toutes les équipes. Donc je pense qu'il est temps que vraiment qu'on passe en cette jeunesse de voir. Donc le but de ce tournoi, c'est surtout accompagner les académies à pouvoir jouer des compétitions qui ressemblent au championnat du Sénégal. Ils sont organisés de la même manière, encore plus si possible. Et j'espère que vous allez en tout cas perpétuer cet événement-là, parce que souvent ce qui se passe, c'est qu'il y a des événements qu'on peut mettre en place, mais malheureusement il n'y a pas de continuité, si on peut dire ainsi. Oui, ça c'est souvent le cas. Mais puisque je suis à la tête et je suis vraiment l'organisateur avec Souké Academy, avec Souké qui a l'expérience du football aussi féminin. Il y a aussi As, il y a aussi Omar Khoma. Donc je pense qu'on va perpétuer ça. On va essayer vraiment chaque année de le faire. Voilà. Qui va se jouer durant 3 mois. Voilà. On va essayer de voir est-ce qu'on ne va pas le faire durant les vacances. Bon, durant les vacances, il y a aussi les navetans. Ça pourrait un petit peu ressembler à des navetans féminins. Non, il y a les navetans déjà que je pilote avec l'ODCAV de Dakar. Les navetans féminins. Les navetans féminins. Okay. On l'a créé l'année passée. L'année passée, c'était le test avec le président Momarlo qui m'avait interpellé sur ça. Il me dit cette année, je veux vraiment faire un test. J'ai un test avec 8 équipes. J'ai invité 8 équipes et on a joué les navetans et ça a réussi. Cette année, on va y aller sur 16 équipes. Et c'est porté sur le trophée Ayo Navetan. Le trophée Ayo, voilà. Comme Ayo, bien sûr, la mascotte des JO de Dakar 2026. Exactement. Et ça reste toujours comme le Super Challenge Club. Après le Super Challenge, on enchaîne avec les navetans. Donc ça permet encore plus à cette jeunesse de pouvoir... Naturellement, de montrer leur talent. Exactement. Et vous savez que cette jeunesse-là, c'est eux qui jouent dans les U17 et U20. C'est vrai qu'ils ne sont pas dans le championnat, mais la plupart, ils sont en équipe nationale. Tout à fait. Alors, Souké Academy face à Djal Diop Sporting Club pour donc, le bouquet final, Moustapha. Absolument. On va découvrir justement l'affiche de cette finale du tournoi donc Super Challenge Cup entre Souké Academy donc de Souké, coach Souké Cissé, c'est ça?
Oui, ancienne sélectionneuse adjointe de l'équipe nationale. Et puis face au Dial Diop Sporting Club, un des clubs les plus mythiques de Dakar, donc la section féminine. Avec le coach Ndioba. Avec le coach Ndioba, d'accord. Et ce sera donc le 6 septembre 2026 au stade de Yoff à 15h. Ça, c'est chez moi à Yoff. Et donc, une finale donc, sous le parrainage de l'ODCAV de Dakar, de la ville de Dakar, mais également de la Fédération sénégalaise de football. Et voilà, j'espère que tous les fans de foot féminin, en tout cas de Dakar et des environs, viendront suivre cette finale-là dans, on va dire, 40 jours à peu près. Oui, 40 jours à peu près. En tout cas, nous la RTS2, on fera le déplacement. Inch'Allah, Inch'Allah. Pour venir filmer. Même avant la finale, on essaiera d'inviter. On en parlait tout à l'heure en off avec le président Sidi Keïta, inviter les deux équipes finalistes pour faire monter la sauce et surtout permettre au public d'aller regarder une belle finale au stade de Yoff. Ce sera une très belle finale. Justement, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre de cette finale-là? Il y a les deux plus belles académies en ce moment de Dakar qui se retrouvent en finale, comme le Dial Diop et le Souki Academy. Oui. On a vraiment vu du beau football sur le parcours et je pense que cette finale sera très, très, très belle. Elle est très attendue au niveau du Sénégal. Donc, je pense qu'il y en a certains même me poser la question quand est-ce qu'on va jouer la finale, parce qu'on l'avait reporté, parce qu'il y avait le mondial et la CAN féminine. Donc, sous la demande de certains membres de la fédération, ils avaient dit d'attendre après la Coupe du Monde et la CAN féminine pour programmer les finales. Donc, mais entre-temps, on n'avait pas pris de date, mais on m'appelait de partout, il dit notre finale là, on va jouer quand il jouer sur le final. Donc c'est très attendu et nous invitons à tous les académies du Sénégal à venir dans cette finale. Parce que cette finale, ce n'est pas seulement une finale, mais ce sera le fait du football féminin. Voilà, qui sera porté par tous les acteurs du football, comme la fédération, comme l'ODCAV Dakar, la ville de Dakar, la Ligue. J'allais justement parler de la partenariat, en tout cas, avec qui, justement, vous êtes liés certainement pour mettre en place cette finale-là. Est-ce qu'il y a d'autres partenaires qui vont participer à cet événement? Oui, d'autres partenaires comme les sponsors, par exemple. Les sponsors, il y a beaucoup de sponsors qui m'ont dit qu'à la finale, on va participer au final. Et vous avez le soutien de la fédération, donc qui sera... Oui, on a le soutien de la fédération et leurs félicitations, parce que quand j'ai rencontré la présidente Henriette, elle m'a dit vraiment, Sidi, je te félicite. Ce que vous avez organisé, vraiment, c'est extraordinaire pour la jeunesse. Vraiment, c'est formidable. C'est nous-mêmes qui devons organiser ce genre de tournoi. Mais vous l'avez fait à notre place. Et moi, j'ai répondu que ce qu'on nous fait, c'est pour vous. On ne peut pas parler de football sans parler de la fédération. On ne peut pas organiser sans parler de la fédération. Voilà, exactement. Même si vous nous participez, vous passez ou vous ne participez pas, sachez que vous êtes concernés. Tout à fait. Ouais, parce qu'on ne peut pas passer sans la fédération. Tout ce que vous organisez, même si vous organisez des petits camps dans la rue, il y a la fédération dedans. Exactement. En tout cas, les femmes passionnées du football, il ne faut surtout pas rater ce rendez-vous-là. Alors, on va enchaîner tout de suite avec la rubrique Focus. C'est parti. Alors Sadio, on va parler du Maroc qui a parfaitement lancé sa campagne à la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026 en battant donc le Kenya par 4-0. Absolument, des débuts réussis en tout cas pour le pays hôte, le Maroc, vainqueur du Kenya 4-0 dans ce match-là. Donc ils ont joué quelques heures après le Sénégal et donc le stade olympique de Rabat, qui a donc vu son équipe nationale démarrer parfaitement sa compétition avec cette victoire 4-0. L'ouverture du score est signée Diki à la 19e minute. Sakina Ouzraoui de son vrai nom, Diki c'est son surnom donc, pour l'ouverture du score. Le Maroc va prendre le large à la 28e minute grâce à cette tête de Mariam Atik à la 28e minute qui ne laisse aucune chance au gardien, à la gardienne plutôt du Kenya. Et juste avant la pause, le troisième but encore une fois de la tête à la 32e minute. Elle est signée
Ibtissam Jraidi, qui s'offrira d'ailleurs un doublé dans ce match-là, bien servi par ce centre de Anan Aitelach, la capitaine. Et donc en deuxième période, le but du 4-0 est signé donc de Ibtissam Jraidi, encore une fois, qui s'offre donc un doublé dans ce match-là, bien servi toujours par la même Anan Aitelach, la capitaine. Elle vient couper parfaitement au premier poteau pour tromper la gardienne kenyane qui s'appelle donc Aouwar, Liliane Aouwar, donc qui s'incline une quatrième fois dans ce match. La victoire nette et sans bavure du Maroc, 4-0, pour lancer idéalement, en tout cas, sa campagne, sa Coupe d'Afrique des Nations. On rappelle qu'elle reste quand même sur 2 finales consécutives. Elles avaient été battues par l'Afrique du Sud en 2022, battues par le Nigeria en 2024. Et là, elles ont à cœur, en tout cas, toujours à domicile, je l'ai rappelé, les 3 dernières Coupes d'Afrique des Nations ont été organisées sur le sol marocain. Malgré nos différends, quand même, le Maroc, il faut avouer que vraiment, le Maroc a bien lancé sa campagne pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Hier, quand j'ai vu le Maroc jouer, j'ai dit que cette équipe, elle est prête. Elle est prête. Je ne vois pas ce qui l'empêcherait de gagner cette carte. Oui. Ils sont vraiment prêtes. Parce que quand je vois les joueurs, le comportement des joueuses, physiquement, elles sont top. Techniquement, elles sont top. J'avais l'impression même de voir une partie de l'Espagne même jouer, quoi. Voilà. Et c'était lors donc de la première journée du groupe A ce dimanche au stade Moulay El Hassan de Rabat. Absolument. Et puis on va d'ailleurs voir le classement après ces deux. On le verra tout à l'heure. Oui, le classement. En attendant, juste pour rester dans cette optique-là, le Maroc qui débute avec cette victoire 4-0. Le Maroc a souvent bien débuté quand même ces dernières années. La Coupe d'Afrique des Nations débute souvent par, on va dire, des scores fleuves. Elles avaient eu du mal, je pense, il y a 4 ans face au Sénégal. Une victoire difficile dans leur premier match. Je pense que c'était 2-2 il y a 4 ans. Ensuite, voilà. Mais c'est une victoire nette qui permet aux Marocaines quand même de débuter la compétition avec 3 points. Absolument. On peut découvrir le classement de cette compétition. Elle n'est pas encore disponible apparemment, mais au moins on sait que le Maroc est devant avec 3 points et donc plus 4. Et donc, bien suivi derrière par l'Algérie, qui est également à 3 points plus 2. Et donc, le Sénégal est 3e en attendant, avec un goal average moins défavorable que le Kenya. Et donc, le Maroc, qui, logiquement, en tout cas, truste la première place devant l'Algérie avec le même nombre de points. Oui, Maroc et Algérie en tête donc du groupe A, toujours dans ce classement. Absolument. C'est logique en tout cas de voir. On a surtout vu l'Algérie qui a progressé parce que l'Algérie, je pense qu'elle n'était pas présente à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, il y a une certaine politique on va dire, de rapatrier des jeunes femmes nées en Europe d'origine algérienne, et ça fait toute la différence. On a vu l'Algérie passer devant le Sénégal, par exemple, au classement FIFA chez les dames, là où le Sénégal quand même est beaucoup plus régulier en ce qui concerne la participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, tout à fait, parce que ce que j'ai remarqué ces 2 dernières années, concernant les pays Maghreb, ils sont en train d'investir beaucoup dans le football féminin. Ouais, comme le Maroc, l'Algérie, même la Tunisie même. Parce que la dernière fois, avec les UDC, j'ai remarqué tout le travail qu'ils ont fait. Et j'ai fait quelques recherches et j'ai vu qu'ils sont en train de faire... ils sont en train d'investir sur la formation des plus jeunes. Donc c'est ça le résultat de l'Algérie aujourd'hui. C'est qu'ils ont été très patientes, faire travailler les jeunes et former les jeunes. Tu vois, et vraiment sur 2-3 ans pour avoir vraiment cette équipe-là. Je trouve que cette équipe-là, elle est stable. Elle est stable. Je pense qu'elle pourra faire un bon résultat sur cette CAN féminine, quoi. Et je pense que le Sénégal doit prendre exemple sur le Maroc, sur la formation des Est-ce que l'équipe marocaine, quoi qu'on puisse dire, quand même, elle est bonne sur le terrain? Très bonne. C'est la formation.
Et au Maroc, tous les clubs ont une équipe féminine. Tous les clubs. Et pourtant, le football devait être même tabou au niveau, dans les pays islamiques même. Mais là, on voit que ça prend beaucoup d'ampleur. Et voilà. Donc, je pense que le Sénégal doit se réveiller parce que il y a quelques années, on était en avance sur ces pays-là, comme Maroc, Algérie. Mais ils sont en train de prendre la place. Donc, je trouve qu'on devrait revoir notre chemin de fer concernant le football féminin au niveau de la fédération, comment le développer. Ça d'ailleurs, on voit le classement dont on parlait tout à l'heure. Le Maroc qui est donc devant avec 3 points plus 4. L'Algérie deuxième, 3 points plus 2. Le Sénégal troisième donc avec 0 points. Justement, une défaite de moins 2 au goal average. Et donc le Kenya qui ferme la marche. Dernière et quatrième place. Exactement, avec un goal average de moins 4 après la première journée, tout en rappelant que lors de la deuxième journée, ce sera dès jeudi. Le Sénégal joue face au Kenya. Il faudra gagner et gagner avec un score très favorable justement. Il le faut. Pour éviter de passer derrière l'Algérie parce que l'Algérie jouera face au Maroc et là voilà, on va tous supporter le Maroc, on va dire, lors de ce match-là face à l'Algérie. Puis voilà, lors de la dernière journée, il faudra battre le Maroc pour espérer faire au moins partie des calculs pour ne pas se faire éliminer d'office au niveau des points. Oui, et bien sûr, il le faut, comme Moustapha Sadio l'a si bien dit. Mais on va parler de l'Afrique du Sud, de Tanzanie et Côte d'Ivoire, Burkina Faso également pour lancer justement le groupe B. Exactement, c'est donc les affiches d'aujourd'hui, de ce lundi dans le groupe B, la première journée donc qui va débuter. On aura donc un derby d'Afrique de l'Ouest entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et dans l'autre match, on aura le champion d'Afrique 2022, l'Afrique du Sud qui va accueillir la Tanzanie, une autre équipe qui progresse, une autre équipe d'Afrique de l'Est, en tout cas la Tanzanie, qui va tenter de tenir la dragée haute au Banyanya, le surnom des filles sud-africaines. Le match est prévu à 17h, 18h heure locale. Et donc l'autre match est prévu à 20h entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, 21h heure locale, mais 20h GMT. Donc le groupe B qui va entrer en lice après le groupe A hier. Ce derby d'Afrique de l'Ouest va nous intéresser beaucoup parce que cette équipe de Côte d'Ivoire est une très bonne équipe et pourtant le Sénégal l'avait éliminée lors des qualifications à la CAN. Elles ont été repêchées parce que la CAN était censée se jouer à 12 équipes pour des raisons politiciennes de la CAF. Ils ont rapatrié 4 autres sélections nationales pour passer à 16 équipes. C'est-à-dire, là, on fausse complètement le calcul. C'est-à-dire, vous faites des éliminatoires pour 12 et à la fin des éliminatoires, on passe à 16 équipes. Voilà. En tout cas, Sidi Keita, comment trouvez-vous ce groupe B, l'Afrique du Sud, qui doit donc affronter la Tanzanie ce lundi? Je pense que l'Afrique du Sud sera favori. Et il faut s'attendre aussi à la victoire de la Côte d'Ivoire aussi, parce que je les ai vus jouer ici à Dakar, ils sont très bien. Ils sont bien comme avec l'attaquante Conan qui partage le même club que Mama Diop du côté de Strasbourg, qui fait partie d'ailleurs des meilleurs buteurs de la D1 Arkema, la première division française. Exactement. Donc je pense que ces deux équipes-là pourraient prendre la tête du groupe. Voilà, c'est ça. Très bien. En tout cas, bien sûr, pour son entrée en lice dans le groupe B de la CAN féminine 2026, on s'attend à vraiment une belle équipe donc, de l'Afrique du Sud, de la Tanzanie, mais également Burkina Faso. Ce groupe B, quand même, on s'attend beaucoup de ce groupe-là. Oui, on s'attend à beaucoup de choses, même si je trouve que l'Afrique du Sud est devant les 3 autres nations. Quand même, il y a beaucoup un très bon niveau, un bon championnat local. C'est une équipe composée essentiellement de joueurs
des Mamelody Sundowns qui avait remporté la première Ligue des champions africaine des clubs. C'était, je pense, il y a 4 ans. Elles ont continué, en tout cas, à progresser. Et elles ont gagné la CAN en 2022 pour la première fois de leur histoire. Donc, pour moi, l'Afrique du Sud est devant les autres. Mais comme le président Keïta, je pense que la Côte d'Ivoire est la deuxième force de ce groupe B-là, même si elles n'étaient pas qualifiées à l'origine. Mais quand même, je pense qu'il y a un très bon niveau dans cette sélection ivoirienne. Maintenant, il faudra que le Burkina tente de les accrocher. Pour moi, ça va se jouer entre le Burkina et la Côte d'Ivoire pour la deuxième place derrière l'Afrique du Sud. Et la Tanzanie va payer pour apprendre, comme on dit, l'expression, c'est-à-dire le dur apprentissage du très haut niveau. Mais c'est toujours bien de se qualifier, de se confronter aux meilleurs. Même si on prend des roustes, on apprend de cela et puis on tente de revenir un peu plus fort l'année prochaine. La Tanzanie investit beaucoup aussi dans le football ces derniers temps. On le voit d'ailleurs avec leur club, absolument, avec les garçons, avec l'équipe nationale aussi masculine qui était à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Même si ils se sont arrêtés en huitième, difficilement éliminé par le Maroc dans un match avec un arbitrage très limité. Donc, c'est des pays qui travaillent et qu'on pourrait, d'ailleurs on les voit, l'équipe féminine de Tanzanie, je ne les vois pas régulièrement à la CAN. Je n'ai pas le nombre, mais j'ai l'impression que c'est leur première participation à la Coupe d'Afrique féminine. En tout cas, dès ce lundi, l'équipe, en tout cas l'Afrique du Sud, va affronter la Tanzanie. Bien sûr, c'est à ne surtout pas rater. Alors, on va marquer une courte pause, puis revenir sur ce plateau. À tout de suite. RTS 2, c'est le ciné. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, tout de suite le journal. On ouvre ce journal des sports avec la Coupe d'Afrique des Nations féminines qui s'est ouverte donc ce dimanche au Maroc. En match d'ouverture, le Sénégal s'est incliné devant l'Algérie sur le score de 2-0. Les Algériennes ont trouvé la faille à la 42e minute sur un penalty transformé par Marine Deffer. En fin de match, une grossière erreur de relance de la gardienne de but Khadi Faye permet à l'Algérie de doubler la mise et sceller le sort du match. Ce revers d'entrée met déjà les Lionnes dos au mur avant d'affronter Kényan jeudi et de boucler la phase de poule par le Maroc, pays hôte et vainqueur 4-0 du Kenya. Et puis le 3 à la suite pour Alu Dramé, médaillé d'or au championnat d'Afrique de tir à l'arc qui se sont tenus du 21 au 26 juillet à Oran en Algérie. Le paraché sénégalais a dominé en finale le Nabien Vissé de Villiers et s'adjuge en 3e sacre continental d'affilée. La balle d'Orange, cette fois-ci, GBA est le nouveau champion du Sénégal de basketball féminin. Les académiciennes de Guédiawaye ont donc détrôné samedi l'ASC Ville de Dakar, sextuple championne du Sénégal de la tête du basketball sénégalais. Sorna Antediaye pour plus de détails. Une nouvelle championne est née dans l'élite du basketball sénégalais. Guédiawaye Basket Academy s'est emparée du titre national après sa victoire devant l'ASC Ville de Dakar 62-52, mettant ainsi fin
à l'hégémonie des Dakaroises depuis 6 saisons consécutives. Ce passage de témoin ne s'est pas fait en douceur tant les deux équipes voulaient décrocher le titre. Dès le premier quart-temps, remporté 18-11 grâce à un jeu rapide et en transition. GBA affiche ses ambitions, les banlieusards maintiennent le cap malgré les velléités de retour des municipales et regagnent les vestiaires avec une avance de 8 points, 32-24. Moins tranchante offensivement que d'habitude, l'ASC Ville de Dakar tente de réagir. Les Dakaroises infligent même un 5-0 et recollent au score 37 partout grâce notamment à 2 tirs primés de Kounandaou. Mais GBA conserve son avance à l'issue du troisième acte. 43-42. Les filles de Malik Bachir Diop reprennent ensuite le contrôle du match dans le dernier acte. Grâce à une meilleure adresse, le break est fait dans le money time. On s'est imposé grâce à une bonne défense. Elles sont plus costauds que nous et plus techniques, mais nous sommes plus physiques. C'est pourquoi nous avons mis en place une défense dure qui nous a permis de gagner. Une victoire construite dans le temps. On a joué en demi-finale de la Coupe du Maire. Ils m'ont éliminé. Je les avais menés de 11 points, ils sont revenus et ils m'ont pris. En finale, allez, vous savez, je les ai menés 11 points, ils sont revenus. Fougue de jeunesse. Ces erreurs-là, on les a corrigées. Au match retour, on ira découvrir l'Afrique avec encore de jeunes joueuses. Mais pour s'ouvrir à l'Afrique, des préalables sont nécessaires. On a beaucoup travaillé pour arriver à ce niveau. Nous sommes juste une académie. On aimerait bien aller au niveau africain. Mais il faudra que toutes les autorités locales de Guédiawaye y mettent les moyens. Promu en première division en 2023, Guédiawaye Basket Academy inscrit son nom au palmarès du championnat sénégalais. Un sac historique. À moins de 100 jours des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026, la police nationale renforce sa stratégie de proximité avec les citoyens. Une randonnée pédestre a justement réuni marcheurs et forces de sécurité autour d'un même objectif, promouvoir la citoyenneté et la cohésion sociale à Saint-Diop. Quelques exercices d'échauffement pour préparer les organismes. Puis le départ est donné devant la Chambre de commerce de Dakar. Le cortège emprunte ensuite le rond-point Malick Sy avant de longer la corniche en direction du ministère de l'Intérieur. Tout au long du parcours, les marcheurs évoluent dans une ambiance festive, rythmée par les prestations du 12e Gaïndé. Une mobilisation qui s'inscrit dans les préparatifs des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Pour l'organisation de ce grand événement, l'un des défis majeurs constitue la sécurité. Et comme vous le savez, pour assurer une bonne sécurisation de ces Jeux, l'implication de la population est indispensable. C'est pourquoi on a jugé nécessaire aujourd'hui d'organiser cette randonnée qui a pour thème force de sécurité et population unie pour une citoyenneté active et un accueil sécurisé des Jeux Olympiques Dakar 2026. Cette mobilisation ne concerne pas uniquement les forces de défense et de sécurité. Les populations ont également répondu à l'appel, traduisant leur volonté de participer à cette démarche citoyenne. Une implication saluée par les autorités locales. C'est extrêmement important que la police nationale organise cette randonnée et y associe la population. C'est une belle préparation également des JOJ qui s'annoncent pour le Sénégal. Donc nous félicitons vraiment la police nationale d'avoir organisé ça et de nous y avoir associés. Donc c'est un plaisir d'être là avec une partie de la population. La présence des autorités administratives donne une dimension institutionnelle à cette initiative. Elle illustre la volonté de fédérer tous les acteurs pour préparer Dakar à accueillir les Jeux Olympiques de la jeunesse dans un climat de sécurité et de cohésion sociale. C'est une occasion pour nous de rassembler les différents acteurs et les parties prenantes de la société, à savoir l'administration, les populations. Les différentes forces de l'ordre et de sécurité ont été présentes. Donc nous saluons également l'engagement de la police. C'était une belle rencontre. Ça nous a permis de faire d'abord du sport et d'avoir un moment de partage avec aussi bien les différents services de l'administration et la population. À l'approche des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026, autorités, forces de défense et de sécurité et population affichent ainsi leurs engagements communs pour la réussite de cet événement.
En cyclisme, pour terminer, sans surprise, Tadej Pogacar a remporté ce dimanche la 113e édition du Tour de France à l'arrivée de la 21e et ultime étape sur les Champs-Élysées. Au terme de 3 semaines éprouvantes d'efforts soutenus, le Slovène a écrasé la concurrence dans les Pyrénées avant de confirmer lors des 3 étapes alpestres. Grâce à ses 5 succès sur cette édition, Pogacar s'adjuge une 5e couronne sur la grande boucle en 113 heures, 56 minutes et 26 secondes. Il rejoint donc les légendes Eddy Merckx, donc Bernard Hinault, Jacques Anquetil et Miguel Indurain parmi les coureurs les plus titrés. À noter que la dernière étape a été remportée par le Néerlandais Mathieu van der Poel qui a grillé la politesse au sprinter bien aidé par Tadej Pogacar. Et c'est ce qui me fait à ce journal, mesdames et messieurs. Tout de suite, la suite de votre émission. RTS 2, c'est le Sénégal qui s'exprime. Et oui, retour donc sur ce plateau, retour également dans l'actualité des sports. C'est parti. Alors parlons basketball à présent. Moustapha Sadio, Guédiawaye Basket Academy, championne du Sénégal devant l'AS Ville de Dakar. Effectivement, on l'a vu justement lors de ton journal, le GBA, qui a donc détrôné l'AS Ville de Dakar. C'était ce samedi en finale du championnat féminin, victoire 62-52 de GBA, après une défaite de seulement 4 petits points lors de la manche allée de l'AS Ville de Dakar. Les filles de Guédiawaye ont donc fini par inverser la tendance en gagnant de 10 points pour s'imposer donc lors de cette manche retour. Une équipe très très jeune, une équipe qui a donc accédé à l'élite en 2023 et en 3 ans seulement. Elles ont fini par s'imposer devant l'ogre AS Ville de Dakar, parce qu'on rappelle que les filles de l'AS Ville de Dakar restent sur 6 titres consécutifs, rien que ça. Et donc, c'était presque une chasse gardée, ce titre de championne du Sénégal qu'elles avaient donc. Et donc, ça s'arrête là, en tout cas, 6 titres consécutifs, et puis détrônés donc par une très très jeune équipe de GBA qui s'impose de 10 points dans ce match où elles ont fait la course en tête pendant quasiment tout le match. C'était le cas également lors de la manche allée où elles ont été devant à la fin du premier, du deuxième et du troisième quart-temps pour finalement s'effondrer dans le money time pour perdre 4 petits points. On voit d'ailleurs le coach à l'image. C'est vraiment historique. C'est la première fois que Guédiawaye gagne le basketball féminin. Et sur les 18 dernières années, le titre n'a jamais échappé au Duc, à Saint-Louis Basket Club et donc à AS Ville de Dakar qui reste sur 6 titres consécutifs. Oui. Alors, Sidi Keita, comment trouvez-vous cette équipe de Guédiawaye Basket Academy? J'ai pas suivi, mais je sais que le basket, le Sénégal, on est bien en avance. Donc, je pense que si le Guédiawaye a gagné cette coupe, elle l'a mérité largement. Oui. En battant l'AS Ville de Dakar sur le score de 62-52, n'est-ce pas, Moustapha, lors de la finale retour. J'imagine que c'est un score serré.
surtout pour le basket. Donc, voilà, je félicite entièrement le Guédiawaye Football Club et mes encouragements pour la ville de Dakar. Oui. Alors, est-ce qu'on s'attendait à cette performance de Guédiawaye Basket Academy pour, bien sûr, cette compétition-là? En début de saison, je ne pense pas. Sauf que sur les dernières semaines, les derniers mois, elles ont commencé à titiller un peu plus l'ASC Ville de Dakar. Quand même, en Coupe du Maire, on a vu comment Ville de Dakar s'en est sortie in extremis, où elles étaient souvent menées. À chaque fois, GBA arrive à faire la course en tête, mais le manque d'expérience et la jeunesse fait qu'à chaque fois aussi, Ville de Dakar arrive à inverser la tendance. Donc au fur et à mesure, tu finis par apprendre. Comme tu sais que tu vas toujours peut-être mener, tu te dis comment faire maintenant pour gérer une avance face à cette équipe-là qui est redoutable, on le sait, avec beaucoup d'internationales au sein de l'ASC Ville de Dakar. Et je pense que l'apprentissage a fini avec l'expérience du très haut niveau, en tout cas en ce qui concerne le basketball féminin. Elles ont vite appris en 3 saisons. Gagner un titre de championne. Là-haut, on avait une équipe très bien installée. L'ASC Ville de Dakar est clairement la référence du basketball féminin au Sénégal. Arriver à les détrôner au bout de 3 ans seulement, c'est difficile à imaginer. Sauf qu'on sait comment Pathé Keita a investi dans le basket depuis quand même une bonne dizaine d'années. C'est une construction lente, mais qui s'est un peu accélérée quand même depuis l'accession en première division. L'équipe masculine aussi arrive à faire des finales de Coupe du Sénégal. J'y étais avec mes enfants d'ailleurs l'année dernière. L'équipe masculine était en finale face à l'AS Douanes. Il avait perdu. On voit quand même qu'il y a du travail et que c'est juste la science aussi d'hommes qui savent comment mettre en place une formation. C'est une académie. C'est une académie qui s'impose devant une équipe qui a énormément de moyens. Là, c'est Ville de Dakar. Personne ne pensait voir une équipe les supplanter tellement elles ont des ressources financières qui, au-delà de ce que les autres font. Mais voilà, une organisation aussi peut battre des finances. On le voit dans le football aussi, on le voit en Ligue des Champions. Des équipes moins fortunées, moins riches arrivent à se hisser jusqu'en finale de Ligue des Champions. On le voit dans le football. Le Sénégal, par exemple, champion d'Afrique, double champion d'Afrique ces 4 dernières années. Ce n'est pas la fédération la plus riche. Ce n'est pas le pays qui investit le plus d'argent dans le football local et tout. Et pourtant, on reste sur les 3 dernières Coupes d'Afrique des Nations. Exactement. On a gagné 2 titres. Donc, il y a parfois une stratégie qui peut permettre, en tout cas, exactement, à des équipes de battre celles qui sont beaucoup plus fortunées, beaucoup plus riches. Ça, c'est clair. Alors, parlons cyclisme à présent. Tour de France, Tadej Pogačar qui décroche une 5e étoile. Exactement. Là aussi, on en a entendu parler dans ton JT. C'était hier l'arrivée donc de cette 21e étape, mais Tadej Pogačar avait fait la différence bien avant lors des étapes pyrénéennes, lors de la première semaine où il avait réussi à prendre le maillot jaune et à creuser son avance sur la concurrence, notamment sur celle de Jonas Vingegaard. Et donc, 5e titre hier sur les Champs-Élysées pour l'arrivée de la 21e et dernière étape. On le voit donc au classement final, Tadej Pogačar qui devance donc le Belge Remco Evenepoel et donc son coéquipier Isaac Del Toro, et l'arrivée au sprint de cette 21e étape remportée par le néerlandais Mathieu van der Poel. Une étape complètement folle où on attendait un sprint massif et où 2 baroudeurs se sont échappés, Mathieu van der Poel et donc Tadej Pogačar ont réussi à prendre de l'avance. Sur les 15 derniers kilomètres, ils ont creusé l'écart et sur la fin, ils ont presque été rattrapés par le peloton. Mais finalement, l'un des échappés, bien aidé par Tadej Pogačar, a réussi en tout cas à s'imposer devant les sprinteurs pour, en tout cas, Tadej Pogačar qui s'offre donc un 5e titre sur la grande boucle et devient donc l'égal de Miguel Indurain, l'Espagnol, Jacques Anquetil,
le français, tout comme Bernard Hinault, le français également. Et donc, Eddy Merckx, le belge, avec 5 titres. Il n'y a personne qui a gagné plus de Tours de France que aujourd'hui ces 5-là. Ils sont 5 à avoir 5 titres. Mais lui n'a pas encore fêté ses 28 ans. Oui. Ça veut dire qu'il en a encore sous la pédale pour peut-être mettre le record un peu plus haut. Pourquoi pas? Peu plus de 5 titres, même si la concurrence commence à grandir. On a vu de jeunes coureurs s'affirmer lors de cette 113e édition du Tour de France, comme le Français Paul Sexas, ou même lui, son coéquipier dans la même formation. Il s'agit donc d'Isaac Del Toro, un jeune Mexicain de 23 ans qui a d'ailleurs terminé sur le podium, 3e de ce Tour de France-là. Mais Tadej Pogacar en a encore sous la pédale, en tout cas pour aller chercher au moins un 6e titre l'année prochaine. Oui, alors on enchaîne bien sûr pour parler de Lando Norris qui s'offre le GP de Hongrie, Formule 1. Oui, absolument, on parle de Formule 1 pour terminer donc cette matinale avec la victoire de Lando Norris, le Britannique qui s'est imposé devant Max Verstappen. C'était hier au Grand Prix de Hongrie sur le Hungaroring. Lando Norris qui s'est imposé devant donc, la concurrence. C'est le 5e vainqueur différent depuis le début de la saison en 11 Grands Prix. Il met un petit peu fin à la domination des Mercedes. Les Mercedes qui gagnent beaucoup dans ce début de saison. 6 victoire pour le seul Kimi Antonelli, jeune pilote de 19 ans. Et puis on a également 2 victoires de George Russell. En plus des 2 autres victoires, c'est des victoires de la Ferrari, de Lewis Hamilton qui a également gagné, tout comme Charles Leclerc. On n'a pas encore les images justement de cette victoire hier de Lando Norris. On nous signale que les images ne sont pas encore disponibles. En tout cas, victoire de Lando Norris qui relance légèrement le championnat, même si Kimi Antonelli, leader au classement général, a terminé quand même à la 3e place et a donc repris de l'avance, en tout cas par rapport au 2e qui est donc Lewis Hamilton, qui lui a terminé 5e de cette course d'hier au Hungaroring. C'était donc le 11e épisode de la saison en Formule 1. Encore 12 épisodes, mais en attendant, il y a une petite trêve de 3 semaines où les pilotes vont se reposer, vont travailler en soufflerie avant de revenir au Grand Prix de Zandvoort. C'est donc du côté des Pays-Bas pour le 12e rendez-vous de la saison en Formule 1. Ce sera à suivre donc dans 3 semaines. Oui, un rendez-vous à ne surtout pas manquer. Alors, sachez que dans cette émission, on sait joindre l'utile à l'agréable. À présent, nous allons vers la rubrique Sportnet. C'est parti. Et oui, le grand retour de Fatima. Mais Fatima, mon ami? Ça va, Mara le bari awa. Yang présentatrice vedette. Ça va, tu vas bien? Ça va, je vais bien. Magnou Moustapha Sadio Dinu aussi, monsieur Sidi Keita. Alors, ladies and gentlemen, place à Sportnet. On commence avec notre Titi national. L'attaquant sénégalais du Paris Saint-Germain, Ibrahim Mbaye, est sorti du silence après les accusations formulées par le journaliste Romain Molina concernant son entourage familial. Dans une publication sur Instagram, le jeune joueur de 18 ans dénonce des calomnies et donne un soutien total à ses parents. Il cite « C'est fascinant comment les gens peuvent calomnier sur ma famille et moi. Mais bon, il y a un Dieu, je ferai bien les choses pour ces personnes-là. Papa, maman, je vous aime. » Le journaliste Romain Molina accuse la famille d'Mbaye d'une emprise excessive et de demandes financières surréalistes. Selon son enquête publiée en juillet 2026, les parents se seraient immiscés de manière toxique dans la gestion de la carrière de l'ailier de 18 ans. Alors, Moustapha, comment trouves-tu cette sortie d'Ibrahim Mbaye qui parle de calomnie? il a le droit de se défendre. Hein. Oui. Romain Molina, on le sait, il fait beaucoup de révélations. Parfois, il a raison. Parfois, il a tort aussi. Hein. Parfois, il est dans la surenchère. Et donc, Ibrahim Mbaye
a le droit, en tout cas, de se défendre. Je ne pense pas que se défendre sur les réseaux sociaux soit la meilleure chose à faire. C'est comme renforcer de l'eau dans le moulin, justement, de Romain Molina. Et je pense que pour nous, les journalistes, lorsqu'on ne dit pas la vérité dans nos articles, il y a un mécanisme qui permet aux gens qui sont cités dans nos articles de nous contre-attaquer, c'est-à-dire nous attaquer pour diffamation. Voilà, mais bon, aujourd'hui, les réseaux sociaux semblent être une alternative à l'appareil judiciaire. Je ne pense pas que ce soit la bonne chose à faire, mais bon, en tout cas, au moins pour l'opinion, ça sert à quelque chose, se dire qu'Ibrahim Mbaye a démenti ce que Romain Molina disait par rapport à son entourage, qui aurait fait en tout cas des réclamations assez importantes financièrement. Je pense que c'est pour rester au Paris Saint-Germain. On sait qu'Ibrahim Mbaye est en partance, en tout cas, qui intéresse beaucoup de clubs. C'est un jeune très talentueux, on l'a vu en équipe nationale. À moins de 18 ans, il est champion d'Afrique. Aujourd'hui, son temps de jeu au Paris Saint-Germain est assez réduit quand même. Et on espère qu'il trouvera un bon club pour continuer à se développer. Très bien. Après Ibrahim Mbaye, on parle à présent de Vinicius Junior. Exactement. Alors, après les mots, place aux images. Et cette fois-ci, c'est Vinicius Junior qui fait parler de lui. Selon plusieurs médias, l'attaquant du Real Madrid, Vinicius, aurait profité de ses vacances au Brésil pour effectuer une harmonisation du menton et de la mâchoire. Avec une nouvelle coupe de cheveux, une barbe plus fournie et un visage qui semble redessiné, le Brésilien a surpris de nombreux supporters. Les images ont rapidement envahi les réseaux sociaux, suscitant de nombreuses réactions. Cette métaphore physique a même déclenché un vaste débat mondial sur la santé mentale des athlètes noirs face aux discriminations. Attention aux critiques. Je pense que Sidi Keita, souvent les critiques peuvent provoquer certaines choses malheureusement. Oui, mais quand même, je pense qu'on n'a pas la même culture avec ces gens qui ont la culture européenne. Donc, changer tout ça, c'est rien pour eux, quoi. Donc, nous, chez nous, c'est tabou. Voilà, c'est surtout pas par rapport à nos croyances et tout, mais eux, ça ne les dérange pas. Donc, je pense que si je dois le voir sur la culture européenne, je dis qu'elle a le plein droit de se refaire ce qu'il veut faire, quoi. Chacun est libre. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Très bien. Alors, bien sûr, Fatima, on passe au prochain sujet. On passe d'un visage qui fait le buzz à un cœur qui fait l'unanimité. L'international ivoirien Yandjo Mandé a fait parler de lui, mais loin des terrains cette fois-ci. À seulement 19 ans, le futur joueur du Real Madrid a été filmé à l'aéroport d'Abidjan en train de partager des liasses de billets avec ses proches et ses amis venus lui dire au revoir. Des images largement révélées sur les réseaux sociaux, saluées par de nombreux internautes comme un beau geste de reconnaissance. C'est léger, le B check c'est léger, ça va causer une pathologie. Si on gagne, on va battre le jeu. Ibile, Tashiba, Ibile. Ce départ d'Abidjan intervient au cœur d'un feuilleton majeur du mercato estival alors qu'il avait donné son accord au PSG. Maintenant, il se prépare pour passer sa visite médicale et aller vers le Real de Madrid. Oui, c'est toujours bien d'être généreux, Moustapha. Plus discrète de le faire. Mais bon. Oui, pas en public. Hein. Pas en public. Il y a toujours des gens qui filment, malheureusement. Encore plus quand tu es une star, une superstar. Mais bon. Dañuy rafet njort rek en se disant que c'était spontané, que c'était pas calculé et que la personne qui filmait ne fait pas partie de son entourage et que c'était pas prémédité, quoi. Voilà. Dañ ciy rafet njort rek, quoi. Comme voilà, on sait qu'il a l'argent de toute façon. Fatima le rappelle, il va signer au Real Madrid et il va devenir le joueur africain le plus cher de l'histoire. Un transfert qui devrait coûter autour de 120 millions d'euros. Et il va signer un gros chèque également pour son salaire. En tout cas, c'est un pur talent qui va avoir beaucoup de choses à faire. Il va dans un club avec énormément de pression, énormément de polémiques, le Real Madrid, et quitte la tranquillité de Leipzig
pour aller dans un championnat où toutes les semaines, tous les jours, il y aura des critiques. Donc, on espère qu'il a les épaules pour, parce que je pense qu'il n'a que 19 ans. Et vous qui parlez de critiques plus religion, d'ailleurs, ça n'a pas souvent, quand on a beaucoup d'argent. Bon, comme je disais, nous les Africains, on est vraiment de bons donateurs. Ah oui. Donc je trouve que ce n'est pas quelque chose de prémédité, comme a dit Tafa. Donc celui qui a filmé, on voit nettement que il ne fait pas partie de lui-même, de son groupe, quoi. Donc je pense qu'avec ce qu'il gagne, c'était spontané, il le faisait d'une manière naturelle. Donc je pense qu'il n'y a rien de méchant, mais cette vidéo pourrait l'écouter quand même un buzz vraiment. Carrément, quand on est une star surtout. Alors, on parle à présent de Eto'o qui rend hommage à son ancien coach Fatima. Exactement. Samuel Eto'o salue l'impact de José Mourinho qu'il décrit comme un entraîneur unique et un grand motivateur. L'ancien lion indomptable rappelle le rôle du Portugais dans le succès de l'Inter Milan, vainqueur du triplé historique en 2010. Malgré le caractère fort, Eto'o garde surtout le souvenir d'un coach protecteur et capable de tirer le meilleur de ses joueurs. Notons que cette vidéo date d'il y a 1 an, mais ça refait surface. Je te demandais qu'est-ce qui fait la différence entre José Mourinho et les autres, comme entraîneur, comme personnage? C'est une question vraiment difficile, très difficile. Mais José a quelque chose à l'approche des maths que d'autres n'ont pas. Et vu que je souhaiterais qu'on gagne la Champions League, je ne peux pas le dire. Parce que d'autres peuvent utiliser la même technique pour leurs joueurs. Mais c'est vrai qu'au niveau de la motivation, il est unique. J'ai travaillé avec plein d'entraîneurs, mais José, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable à l'approche des maths. Il devient quelqu'un d'autre. Il devient quelqu'un d'autre. Bon, c'est vrai que comme tout être humain, il a parfois... peut-être excentrique. Excentrique, je sais pas, mais il perd parfois la raison. Il a prouvé certaines fois, et en l'occurrence contre moi. Mais c'est quelqu'un, avant ça, qui n'avait jamais rien dit contre ses joueurs et il prenait toujours toute la pression. N'oublions pas que cette vidéo date d'il y a 10 ans, on peut dire, parce que José Mourinho a quand même entraîné Ramos, Zanetti, Lampard, Di Maria, qui sont des figures emblématiques du football. Et c'est toujours bien, Sidi Keita, de rendre hommage quand même au coach. Oui, c'est toujours bien parce que c'est eux qui subissent toujours, quand ça se passe bien, on dit les joueurs, et quand ça se passe mal, on dit l'entraîneur. Exactement. Et franchement, il devait avoir le plus de mérite. Quand je cite un cas déjà sur le dernier mondial, avec l'Espagne, l'entraîneur, parce qu'on ne l'a pas cité, alors qu'il a un parcours extraordinaire. Ça, ce n'est pas son premier titre mondial. Vraiment, c'est des 5-10 dernières années. Je pense que c'est la 5e, si je ne me trompe pas, si on voit les archives, avec la petite U15, de toutes les catégories. Hein, voilà. Donc, ce n'est pas par hasard qu'on a donné l'Espagne, hein, parce qu'il a vraiment beaucoup de mérite. On parle de Lamine Yamal, de Rodri, mais lui, le travail qu'il a fait, c'est pour ça qu'on rappelle. José Mourinho a un caractère très particulier, donc beaucoup de joueurs ont subi son caractère, mais il faut le comprendre aussi. C'est un gagneur, c'est quelqu'un qui croit à ses convictions. Très bien. Alors, on termine avec les Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026, Fatima. Exactement. Cette édition de Sportnet qui va marquer l'histoire du sport africain, on peut dire, à moins de 100 jours des JOJ Dakar 2026, l'effervescence gagne déjà le Sénégal. Les préparatifs entrent dans une phase décisive avec la mise à niveau des infrastructures, notamment le stade Iba Mar Diop et la piscine olympique. Prévu le 31 octobre au 13 novembre 2026, cet événement sera une première historique. Les Jeux Olympiques d'été en Afrique, Dakar 2026, le grand compte à rebours est lancé. Dakar 2026 is coming. Dakar 2026 is coming. Dakar 2026. Ça arrive. Dakar 2026 is coming. Dakar 2026 is coming. Dakar 2026 is coming. Dakar
2026. Ça arrive. Dakar 2026. It's coming. Dakar 2026. It's coming. 100 days to go. You ready? It's coming. Can't wait to see you. It's coming. Are you ready? It's coming. Are you ready? It's coming. I can't wait to see you there. Dakar 2026 is coming. Come, let's race the bar together. See ya. Au-delà de cette compétition, ces Jeux seront une véritable célébration du sport, du partage et de la diversité culturelle. Et oui, on a vu également nos athlètes, comme Salissa par exemple, Mustapha. Sanka, Yves Bourgis sont dans ces clips-là qui réunissent quand même beaucoup d'athlètes, beaucoup de disciplines. On dirait qu'ils sont prêts, hein? Beaucoup de stars. L'essentiel des gens qu'on a vus ne vont pas disputer, tout le monde d'ailleurs, parce que c'est réservé aux moins de 18 ans. Et on a vu que des champions en haltérophilie. On a vu Sacha Nzoya également, le hurdler français. On a vu beaucoup de superstars pour un clip un petit peu pour faire monter la mousse et que tout le monde sache que c'est bientôt, c'est pour dans un peu plus de 2 mois, cette compétition qui débute donc le 31 octobre jusqu'au 13 novembre prochain. À ne surtout pas rater, bien sûr, on l'attend avec impatience. Merci beaucoup Fatima pour ce sport net. On en avait besoin, on a le trop et on se donne rendez-vous dès demain. Merci beaucoup. Rendez-vous demain pour plus d'actualités sportives sur la toile. Très bien, alors on est pratiquement à la fin de l'émission malheureusement. Moustapha Sadio, merci beaucoup. Vu que les vendredis, mais c'est toujours un plaisir de partager ce plateau. À chaque fois, on dit sama droite si journal bi di la jaajëfal di remercier surtout sunu invité Sidi Keita, président section féminine football bu Dial Diop ci teewaayam, disponibilité surtout partage d'expérience am di ko ñaanal plein succès ci Super Challenge Cup bi nga xamante ne dina amal finalam le 6 septembre ci stade bu Yoff inchallah. yow moom jege na la na nga dem. waaw aw ma lay aw ma ci lay. ak yow tamit. Oui, bien sûr. On est tous invités. Inch'Allah. C'était un plaisir de partager ce plateau avec toi. Remercier Fatima pour Sportnet. Yo pour la double casquette avec régie, équipe technique également, montage. Nous permettent en tout cas de faire une belle émission ce matin. Oui. Merci en tout cas Sidi Keita d'avoir répondu à l'invitation. Malgré vos engagements, vous avez tenu à être là. Merci surtout pour la disponibilité. Merci à vous, merci à Sadio. Vraiment, merci pour cette invitation qui m'honore quand même. Voilà. Merci beaucoup. Et voilà, chers passionnés de sport, déjà on souhaite un prompt rétablissement. Également à Ndeye Ndao, on vous donne rendez-vous donc demain pour justement continuer cette émission. Bien sûr, et on remercie toute l'équipe technique et le grand réalisateur Francis. On continue toujours cette émission pour vivre une nouvelle aventure sportive sur la RTS. Excellente suite des programmes à toutes et à tous.